Info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. Vous recevez M. Oumar Hassimoudia. Merci bien, Chérif Diop. Il est le directeur des transports aériens. Bonsoir, M. Dia, et merci d'être là. Bonsoir, Aram. Le Sénégal qui a décidé d'appliquer la réciprocité par rapport à tous les pays qui vont refuser que des avions du Sénégal se posent sur leur tarmac. C'est notamment le cas avec l'Union européenne. J'ai envie de demander quel est l'intérêt d'appliquer la réciprocité. En principe, elle devrait être appliquée d'office. Ah non, elle n'est pas vraiment appliquée d'office. Je pense que, en fait, la première chose, je salue d'abord tous vos auditeurs, la première chose qu'il faut noter, c'est la nature unilatérale de la décision. Vous savez que dans le transport aérien, il y a un certain nombre de règles, c'est-à-dire que les États discutent et mettent en place des accords. Avec l'Union européenne, avec, disons, l'Europe, il y a eu des accords entre l'Europe et, disons, les pays de l'UEMOA. Entre la France et le Sénégal, il y a eu des accords. Et aujourd'hui, que l'Union européenne décide de manière unilatérale d'arrêter l'arrivée des ressortissants de certains pays, dont le Sénégal, je pense que c'est une action qui devait entraîner de notre part une réaction proportionnée. Est-ce que vous avez eu à discuter avec les pays de l'Union européenne de la période post-Covid, c'est-à-dire cette ouverture de nos frontières aériennes? Est-ce qu'il y a eu en amont des discussions qui avaient été effectuées? Le problème n'est pas qu'il y ait des discussions ou pas. En fait, les discussions doivent être amorcées par celui qui veut changer la donne. Maintenant, la règle de la réciprocité est une règle très souvent appliquée dans le transport aérien. Est-ce qu'elle est juste, la décision de l'Union européenne de mettre le Sénégal sur cette liste rouge, comme les États-Unis d'ailleurs? Est-ce qu'elle est juste et opportune? Opportune pour eux, je ne sais pas, je ne pense même pas. Juste d'un point de vue purement scientifique, je ne pense pas que ce soit une décision juste. Il suffit juste de regarder les statistiques. Quand des pays qui, depuis le 10 juin, je ne cite aucun pays, mais vous vérifierez vous-même, des pays qui sont en hausse depuis le 10 juin, qui ont 900 morts. Nous, on est à une centaine de morts. Je pense vous êtes à une centaine de morts, les cas augmentent. Et le ministre de la Santé décide de ne plus tester les cas asymptomatiques. Donc, face à cette mare d'incertitude, est-ce que ce n'est pas opportun de mettre le Sénégal sur cette liste rouge? Cette mare d'incertitude, tout le monde y patauge. L'Europe, les Amériques, l'Afrique, personne n'échappe à la mare d'incertitude avec cette pandémie. Sauf que les autres pensent qu'ils ont dépassé le pire, comme la France par exemple. Ah non, il n'y a aucun pays qui pense qu'il a dépassé le pire. La France est en train de redouter une deuxième vague. On parle très souvent en Europe de deuxième vague qui arrive. Donc les gens ne connaissent pas cette maladie. C'est une maladie qui plonge le monde dans l'incertitude. La gestion de la maladie qui a été faite jusqu'ici dans notre pays est une très bonne gestion parce que dites-vous bien que si on avait choisi de tester 100 personnes chaque jour, on aurait toujours un ratio de nombre de malades trouvés sur 100 000 habitants très très faible. Mais on a choisi de tester un très grand nombre depuis un certain temps. D'ailleurs, vous avez remarqué, il y a eu un très grand nombre de tests et c'est très bien pour le pays. Les gens testent, isolent, soignent. Le résultat des courses, c'est que quand certains pays sont à plus de 100 morts, 500 morts, 1000 morts, 10 000 morts, nous, en fait, on franchit à peine les 100 morts. Je pense donc que là... Sur la population qui est testée, bien entendu. Sur les cas qui sont pas seulement sur la population qui est testée, parce que quand il y a un décès même dans un domicile, avant de délivrer le certificat de genre de mort, les médecins vérifient si cet individu est mort de la Covid, et s'il est mort de la Covid, il est comptabilisé. D'accord, alors on en revient à la réciprocité, parce que c'est important qu'on s'arrête là-dessus. Qu'est-ce qui est prévu pour les ressortissants sénégalais qui sont bloqués dans ces pays? Bon, disons, pour les ressortissants sénégalais qui sont bloqués dans un certain nombre de pays, il y a des négociations qui se sont menées depuis le début et régulièrement, il y a des flux d'arrivée qui se passent. Maintenant, il est clair que
à partir du moment où on ouvre les frontières, la donne change et c'est au cas par cas que les choses vont se négocier. Ils vont être testés chez eux avant de venir. Bon, je parle des autres pays qui sont autorisés aujourd'hui à faire la destination Sénégal. Est-ce qu'ils vont faire le test chez eux ou bien arriver au Sénégal? Quel est le dispositif aujourd'hui? Bon. Il y a un protocole sanitaire qui est en train d'être, qui a déjà même été finalisé, mais qui est en train d'être révisé parce que vous savez que c'est une maladie tellement évolutive. Pourquoi? Parce que c'est pas en adéquation avec les directives du ministère de la Santé. C'est pas que ce ne soit pas en adéquation avec les directives du ministère de la Santé. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non. Ce qui se passe en fait aujourd'hui avec cette maladie, c'est que les choses avancent très très vite. Regardez. Sauf que jusque-là, c'est statique. Jusque-là, c'est statique. Donc je parle de la maladie, de sa connaissance. Oui, mais l'évolution jusque-là de ces 2 derniers mois, quand même, les choses n'ont pas trop évolué. Ah ben si, les choses ont évolué. Combien de temps il fallait pour avoir un test fiable? Il y a 2 mois. Combien de temps il faut aujourd'hui? C'est une question. Si avant, il fallait par exemple beaucoup de temps, on peut comprendre qu'on demande aux gens de se tester 15 jours avant. Aujourd'hui, que les tests sont plus rapides, on pourrait leur demander de se tester 10 jours. Que dit le protocole sanitaire? Que dit votre protocole sanitaire aujourd'hui? Notre protocole sanitaire dit qu'aujourd'hui, les tests devront se faire à l'aéroport de départ avant d'arriver au Sénégal, tant que c'est possible. Et les autres pays africains qui n'ont pas de laboratoire pour tester? C'est pas un problème. Ceux qui n'ont pas de laboratoire pour tester, eh bien, à leur arrivée ici, ils seront testés. Mais on n'aura plus le rush que l'on a connu ces derniers temps, où les gens viennent, encombrent à l'aéroport, où il y a des difficultés même de mettre la distanciation sociale. Tout ça, on est en train de corriger au fur et à mesure. Vous voyez, dans la lutte contre cette pandémie, je ne dis pas que les gens font du pilotage à vue, mais il faut faire ce qu'on appelle de l'amélioration continue. Il faut toujours améliorer parce que c'est tout à fait nouveau. Il faut se réajuster à tout moment et c'est ce qu'on est en train de faire. Toujours sur une base scientifique très claire. On part sur une base scientifique. Est-ce que vous avez déjà eu à évaluer l'impact économique que cela pourra avoir sur le secteur? On a évalué l'impact économique que cette pandémie a sur le secteur. Sur le secteur du transport aérien. Oui, cet impact économique, je veux dire financier, on va dire clair, financier de manière brute. Aujourd'hui, c'est environ 40 milliards que le Sénégal, d'un point de vue du transport aérien, toute entité confondue, perd chaque mois. 40 milliards environ chaque mois sont perdus. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour pouvoir assurer une reprise sécurisée et que cette relance puisse se faire également dans des conditions assez rapides pour permettre au secteur du transport aérien de pouvoir souffler à nouveau? Bon, il y a énormément de choses qui ont été faites. Parce que vous savez, avant de se relancer, il faut être d'abord debout sur ses 2 pieds. Et vous n'êtes pas encore debout? Ah ben si, on a tenu bon quand même, droit dans nos bottes. Grâce, il faut le souligner, à un soutien massif de l'État du Sénégal. Je pense que dans l'histoire, on n'a jamais eu une Qu'est-ce que l'État a fait concrètement? L'État a fait énormément de choses. Quoi, par exemple? Ce que l'État a fait, l'État, pour le transport aérien, a créé le crédit du transport aérien, qui est une ligne de financement de 10 milliards pour toutes les entreprises qui gravitent autour du transport aérien, sauf Air Sénégal. Pour Air Sénégal, il y a eu une enveloppe de 45 milliards de financement qui ont été dégagés. Encore à l'état d'annonce quand même? Ah non. Pas encore effectif? Si, effectif en partie. Je puis vous dire, effectif en partie. Combien a été décaissé jusque-là? Je ne veux pas annoncer de chiffres, mais je sais qu'une partie de ces 45 milliards ont été décaissés déjà. Une partie. Maintenant, toutes les entreprises du secteur qui sont dans le domaine, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour d'un aéroport, hein, c'est toute une économie. Le président qui demande de ne pas renvoyer des gens, les travailleurs, ben oui. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens aussi pour aider ces entreprises aussi à tenir? Mais c'est ce que je vous disais. Au chômage technique. Oui, au chômage technique. Mais ils ont 70%. Vous ne vous êtes pas posé de question. Comment se fait-il que des entreprises qui du jour au lendemain se retrouvent avec 0% de
revenus continuent à payer leurs employés jusqu'ici. Mais c'est parce que l'État a créé ce fonds du crédit du transport aérien. Il y en a parmi ces entreprises aujourd'hui qui sont obligées d'aller vers les banques. Et en allant vers ces banques-là, l'État qui disait qu'il allait se porter garantie, à l'arrivée, on se rend compte que l'État n'a décidé que de prendre 20%. Non, je vous explique. Oui. Je pense qu'il y a une confusion à ce niveau. Je pense que si on s'écoute 2 minutes, on va se comprendre. Il y a, pour ce qui nous concerne, 2 mécanismes de financement. Un mécanisme de financement à l'échelle nationale, où l'État a pu mettre 200 milliards et où il y a une partie qui est prise en charge par l'État d'un point de vue des garanties. 200 milliards ont été annoncés. Il y a 200 milliards. Qui ont été annoncés. Oui, qui existent. Je fais partie du comité de gestion de ce fonds. Donc, si je vous dis qu'il y a 200 milliards, il y a 200 milliards. Maintenant, il y a le crédit du transport aérien. Le crédit du transport aérien, c'est un fonds spécial destiné aux entreprises du transport aérien, où l'État dit aux entreprises, faites un dossier, c'est moi qui garantis tout. C'est moi qui garantis tout. Évidemment, c'est un dossier en béton qu'il faut amener. Et garantit tout. Oui. On ne demande aucune garantie. On ne demande aucune garantie. Mais il y a des critères de sélection. Oui, il y a des critères de sélection que la plupart des entreprises ont respectés. Il y a des critères de sélection. Il faut être déjà du transport aérien. Il faut exister, il faut avoir un registre de commerce. Il faut présenter des états de pays. Et sur la base de ces états de pays, des factures d'eau, d'électricité et de certaines charges incompressibles, l'État vous prête de l'argent pour 3 mois, l'équivalent de 3 mois de BFR. Et ces 3 mois, l'État vous dit, pendant 18 mois, vous ne payez rien. Et après 18 mois, vous avez 6 ans pour payer. C'est des conditions qu'on ne trouve même pas en Europe. Et je trouve que c'est des conditions qui ont permis justement aux entreprises de résister à la pandémie tout en respectant la directive du chef de l'État qui dit vous n'envoyez personne au chômage, vous ne chassez personne. Un retour à la normale dans le trafic aérien? Ça dépend de ce que vous appelez normal. Si vous appelez normal... En termes de performance, vous êtes en mesure de nous dire on a perdu du temps et d'ici la fin de l'année, on pourra avoir tant de pourcents par rapport à nos gains et tout. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez peut-être fait des prévisions et ça vous permet de savoir à quoi on va à partir du 15, nous allons ouvrir les frontières aériennes. Et maintenant, la reprise du transport aérien en général, moi je pense qu'elle va être graduelle. D'ailleurs... Même avec l'Union européenne, à partir du 15, ils auront la possibilité de venir. Ah non. Pour le moment, on n'a plus la réciprocité. Je dis que le principe qui est... Tant que l'Union européenne n'ouvre pas, vous n'ouvrez pas. Moi, quand je dis qu'on ouvre à partir du 15, c'est un principe. Le Sénégal avait fermé ses frontières aériennes le 20 mars. Le 15 juillet, le Sénégal réouvre ses frontières aériennes. Maintenant, si un pays dit « je ne vous accueille pas », eh bien, nous disons à ce pays « je ne vous accueille pas ». L'Union européenne, c'est des États frères. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont liés avec nos pays par l'histoire. Il y a des liens très forts. Mais malgré la force de ces liens, si vous me dites « vous ne venez pas chez moi », même si on est de très bons amis, je vous dis, vous aussi, vous n'êtes pas le bienvenu chez moi. D'accord. Et pour ce retour à la normale, pardon? Oui, maintenant, le retour à la normale, en termes de trafic, je pense, vous voulez dire, les prévisions de l'OACI, de l'IATA, 2020, c'est perdu. Disent qu'il faut au moins 2 ans pour retrouver le niveau de trafic de 2019. Mais ce ne sont que des prévisions. Et cette maladie nous a habitués à des incertitudes. Et la capacité de résilience de certains pays, la force d'innovation d'autres pays peuvent permettre de retrouver très vite un niveau de trafic acceptable. Par exemple, dans notre protocole sanitaire, le fait qu'on dise que les pays, les voyageurs doivent être testés avant de venir et que les voyageurs qui vont quitter le Sénégal vont aussi être testés, ça peut rassurer. Ça peut faire en sorte que les gens viennent beaucoup plus vite dans nos aéroports, contrairement à d'autres qui ne font pas de tests. Alors aujourd'hui, on dit par exemple que Dakar est l'épicentre. Oui. C'est acté. Quand vous quittez Dakar pour aller à Ziguinchor, quel doit être le sort qui vous est réservé à l'arrivée, par exemple? Est-ce que vous devez être testé ou bien? Pour le moment,
vous savez, l'ouverture de nos aéroports s'est faite en 2 étapes. La première étape, ça a été l'ouverture des vols domestiques. L'ouverture des vols domestiques, en fait, il y a un certain nombre de précautions qui sont prises à l'aéroport de Ziguinchor. Monsieur le ministre Alioune Sarr est parti avec nous-mêmes. Nous avons visité ce dispositif. Distanciation sociale, prise de température. Et je pense qu'on vous a pris votre température, que vous ressentiez ou pas. Parce qu'on peut vous prendre votre température dans l'aéroport sans que vous ne le sentiez. Quand vous quittez... Parce que quand il y a une caméra thermique... Non, je vous dis, quand il y a une caméra thermique, on vous prend votre température et vous ne sentez rien du tout. Vous ne voyez rien du tout. Il y a un opérateur derrière qui voit et qui sait qu'il n'y a pas une température forte ou non. Maintenant, ce qui se passe quand vous quittez Dakar pour aller à Ziguinchor, que vous preniez... si vous prenez la voiture, vous allez à Ziguinchor. Si vous prenez l'avion, vous allez à Ziguinchor. Oui. La différence entre celui qui prend la voiture et celui qui prend l'avion, c'est que celui qui prend l'avion, au moins, il y a une distanciation sociale à l'endroit où il prend l'avion. Ça m'étonnerait que ce soit la même chose dans les gares routières. Et au moins, on lui prend sa température au départ et à l'arrivée. Ce qu'on n'a pas quand on prend un véhicule à la gare routière et qu'on va à Ziguinchor. C'est ça la différence fondamentale. Alors, le coronavirus confirme aujourd'hui la pertinence de mettre l'accent sur les aéroports régionaux. Il y avait un programme qui avait été lancé pour reconstruire certains aérodromes et tout. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que cela a été finalisé ou vous n'avez pas encore pu tout faire? Oui, ce programme a été finalisé. Il allait démarrer quand malheureusement la Covid est arrivée, qui n'a pas bon dos sur ce coup-ci. Corona a bon dos finalement. Sur ce coup-ci. Non, non. Maintenant que les choses sont derrière nous, très vite vous allez voir que les choses sont derrière nous. Vous pensez que les choses sont derrière nous? Non, quand je dis les choses sont derrière nous, c'est que en fait les voyages étaient difficiles. On ne pouvait pas aller d'une région à l'autre. Aller à Saint-Louis était compliqué. Des experts qui devaient venir de l'étranger pour aller sur le chantier à Saint-Louis était bloqué. Tout ça, ça va être derrière nous. J'espère qu'ils ne sont pas de l'Union européenne. De toute façon, ils sont déjà là. Les experts sont déjà là. Les experts sont déjà là. Parce que vous savez qu'il y a de temps en temps des vols spéciaux qui quittent l'Europe et qui arrivent. Et la priorité de ces aéroports était telle qu'on a tout fait pour les faire venir, ce qu'on a pu réussir. Ils sont déjà là, tranquillisez-vous. Et là, on est vraiment dans la phase ultime. En quarantaine ou bien testés aussi? Non, non, ils ont dépassé les 15 jours. Okay. Ils sont là depuis un peu plus de 15 jours. Et normalement, avant la fin du mois de juillet, si vous allez à Saint-Louis, vous verrez les bulldozers, vous verrez les tractopoles, vous verrez un peu de tout et ça va bouger. Je termine par un mot de politique, Pape, si on peut passer à autre chose. Vous avez été candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2012. Après ce revers, on ne vous a pas entendu sur le terrain politique. J'ai envie de savoir, est-ce que vous avez décidé de taire vos ambitions, puisque maintenant, on ne vous entend plus? Ah ouais, mais en venant à l'émission, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de politique. Et je me suis fait prendre. Je me suis fait avoir. Bon, non. En fait, je pense que dans la vie d'un homme, il faut savoir tirer les leçons du passé, prendre le temps de la retraite, cette retraite étant un moment opportun pour la réflexion. Et moi, j'ai décidé, après les élections de 2012, de prendre une retraite politique. Bon, les gens pensent qu'une retraite, c'est vraiment laisser tomber jusqu'à la mort, à l'image d'un fonctionnaire qui prend sa retraite. Non, Moi, je parle de retraite au sens de la retraite, par exemple, d'un moine du temple de Shaolin qui prend sa retraite spirituelle, qui réfléchit pendant de longues années et qui, après, redonne, en fait, Qu'est-ce que la réflexion a donné? Qu'est-ce que la réflexion a donné? Ben, cette réflexion n'est pas terminée. La preuve, avant de venir, votre parti? La réflexion n'est pas terminée. La preuve, avant de venir ici, ma condition, c'était de dire je ne viens pas discuter de politique, je viens discuter de transport aérien. Oui. Et si vous me posez des questions sur le transport aérien, sur les avions, sur les aéroports, ben, je vous répondrai volontiers. Donc d'ici 2024, votre parti n'aura aucune activité? Je me refuse de me prononcer sur les questions politiques. Les militants et sympathisants ont compris. Je préfère rester sur le terrain du transport aérien que je maîtrise
maîtrisent peut-être un peu mieux que le terrain politique. D'autres sont un peu plus carrés que moi sur les questions politiques. Peut-être qu'ils vous répondront. Il y a beaucoup de pays qui ont décidé de perfuser leurs compagnies aériennes pour les aider à sortir de ce gouffre qu'a causé le coronavirus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour Air Sénégal? Ah oui, je vous disais tantôt que en fait, non seulement il y a le crédit du transport aérien qui a permis à toutes les entreprises qui gravitent autour de l'aéroport d'être résilients, mais pour Air Sénégal, il y a 45 milliards. Et il disait d'ailleurs que rien n'est sorti. Je vous disais non, vérifiez, il y a quelque chose qui est sorti. Il y a quelque chose qui a été décaissé des 45 milliards. Et en plus, il y a pas que Air Sénégal. Il y a un ensemble d'entreprises du secteur public qui s'occupent de sûreté, comme la haute autorité, qui s'occupe de supervision et de réglementation comme l'ANACIM ou de gestion d'aéroports comme l'ADS, et l'État a injecté 2,8 milliards la semaine dernière pour maintenir les emplois dans ces entreprises. C'est dire qu'il y a des efforts énormes qui ont été faits dans le secteur du transport aérien. Merci beaucoup Oumar Hassimou Dia, qui est le directeur des transports aériens. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure pour le dernier numéro de la semaine. Passez d'excellents moments.